Monsieur le Président, Monsieur le Sterker, fils et père, que je connais depuis ma naissance, le commencement, le premier pas dans l'oreille, dans l'ORL, Messieurs, Mesdames, merci beaucoup pour votre invitation ici dans cette salle, dans cette Académie nationale prestigieuse qui respire une histoire que nous en Allemagne on ne connaît plus parce que trop de choses ont changé en Allemagne. Et surtout, on a eu le repas, je dois l'avouer, dans le Prokop où je n'étais jamais auparavant. Et ça, c'était vraiment l'histoire européenne, où il y a vraiment où un changement de l'histoire de l'Europe a commencé. Et maintenant, en Allemagne, on est très intéressé pour voir si un nouveau changement de l'attitude européenne commence ici à Paris et en France. Mais rien à faire avec ça. Maintenant, je vais vous donner quelques impressions de l'oreille moyenne et surtout l'ossiculoplastie. Ça veut dire l'ossiculoplastie, c'est de reconstruire les osselets, la chaîne de transmission entre le tympan et l'oreille interne. Et avant d'introduire ou d'aller dans la reconstruction, il faut tout d'abord savoir pourquoi nous avons besoin d'une reconstruction, d'une chaîne de quoi? Pourquoi la nature a inventé cette chaîne ossiculaire? Si on veut reconstruire quelque chose, il faut tout d'abord savoir comment ça fonctionne. Et la nature a construit un petit micromécanisme très très subtil dans 1 cm à 1 cm. C'est très minuscule pour les orthopédistes, alors c'est rien, c'est juste rien. Mais pour nous, ça c'est il faut maîtriser ça, c'est la main chef-d'œuvre de toute la journée pour la chirurgie, en autochirurgie. Et pour vous raconter encore une fois ce que vous avez tous appris, bien sûr, sur l'anatomie, il y a la membrane tympanique qui reçoit le sang et à travers le malus, l'enclume électrique transmet l'information, c'est-à-dire les vibrations dans la cornée, dans le liquide cornée, et là il y a les cellules ciliées qui le transmettent en énergie nerveuse qui le transmettent dans le cerveau. Et ça, c'est le principe de base du fonctionnement de l'oreille. Quand vous m'entendez, quand on parle, quand on entend, ça fonctionne toujours comme ça. Et je veux vous amener un peu dans cette petite reconstruction merveilleuse et pour vous mieux faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire là pour la refaire, dans le cas où c'est détruit, où il y a une infection et tout ça. Tout d'abord, il faut savoir alors pourquoi la nature avait construit ce mécanisme, ce petit mécanisme. Pour les autres, pour les grandes articulations, super facile, il faut courir, il faut lutter, il faut travailler. Mais l'oreille moyenne, avec les petits osselets, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Mais oui, parce que si le sang sous l'eau, nous sommes sortis de l'eau, notre évolution les premières selles, c'était dans l'eau. Le sang, ça veut dire les pressions, les ondes de pression traversent l'eau et les cellules sans difficulté. Il n'y a pas de frontière là-dedans. Mais s'il y a le sang dans l'air, une fois qu'il frappe sur l'eau et la cornée, il y en a de même parce que c'est aussi rempli de l'eau, la majorité de l'énergie est reflétée parce que l'eau a une impédance beaucoup plus forte, plus lourde, plus dense. Tout le monde le connaît. Si je prends ma main et je la traverse dans l'air, il n'y a pas de problème. Mais si je le mets dans l'eau, on s'aperçoit que c'est plus dense. Et la majorité est reflétée. Alors, tous les animaux, il y a à peu près 3 millions d'années quand la vie émergeait de l'eau dans l'air, alors soudain les animaux deviennent sourds. Et alors, l'évolution, la nature a dû inventer quelque chose pour survaincre ce problème que l'organe d'avertissement, l'ouïe, c'est pas seulement pour écouter, parler, tout ça, la socialisation, mais aussi, premièrement, c'est l'audition, d'avertissement contre le danger. Quand je parle avec vous, je regarde là-dedans. Si le vent vient de ce côté, je ne siffle rien, mais j'entends derrière moi le petit crack sous la patte de lion ou de tigre ou n'importe quoi, animal derrière moi, et je peux rentrer. C'est 360 degrés d'avertissement. C'est pour ça que c'était important pour l'évolution. Et l'évolution a construit quelque chose de très simple, ça veut dire une membrane tympanique. Membrane tympanique. Sous l'eau, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai dit que ça traverse
les cellules sans problème, mais dans l'air, il faut collectionner tous les ondes de sang qui ont une grande amplitude mais une toute petite pression. Vous vous souvenez, la pression est très petite là-dedans, et la concentrer avec une columelle sur la platine qui est plus petite. C'est dans les oiseaux, dans tous les animaux qui vivent dans l'air, et aussi dans les mammifères, là où il y a les trois osselets. Alors, si on comprend ce principe, pourquoi la nature a inventé ça, on regarde le fonctionnement et on voit qu'il y a une transformation d'énergie. Ici, si je parle avec vous, il y a les molécules dans l'air qui frappent l'un contre l'autre et ça a une pression de Pascal, la pression qui est transmise. Dans l'oreille moyenne, la membrane tympanique vibre avec ces molécules d'air et le transmet dans un mouvement micromètre, nanomètre, très très petit. On reviendra sur ça juste un moment. Et alors cette vibration massive, mécanique, pression ici, c'est transmis dans les cellules cellulaires, comme j'ai dit, et c'est en micromètre, millivolts qui s'est transmis dans le cerveau. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien ici, surtout sur la membrane tympanique qui vibre avec les molécules d'air, alors tout le reste ne sert à rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'information là-dedans. Et c'est pour cela qu'on peut dire que la membrane tympanique, c'est le moteur de l'audition, le moteur de l'oreille. Pour vous montrer un peu, faire écouter ce que ça veut dire, j'ai préparé une petite expérience dans notre laboratoire des rochers, frères Rocher et frères. Auparavant, c'était plus facile que maintenant c'est difficile, mais c'est un peu vieux. Et vous allez écouter avec un hydrophone qu'on peut mettre dans l'oreille interne. Ça veut dire le son que vous entendez, c'est le son dans l'oreille interne. Et il y a la musique qui viendra dans le coditif auditif externe. Vous regardez ici dans l'oreille moyenne et vous voyez l'enclume et l'étrier ici et voilà le microphone ici dans l'oreille interne. Ici je mets de l'eau, ça veut dire je freine des vibrations. J'enlève l'eau. Les fréquences autres reviennent. Et ça, c'est une petite maladie qu'on a de l'eau derrière la membrane tympanique. Chacun qui a eu une otitite séreuse, tout ça, surtout les enfants, avec le miel derrière le tympan, maintenant on comprend bien pourquoi les enfants ne l'entendent plus ou pourquoi il y a l'audition diminuée. Ça veut dire, ça c'est le marteau, la membrane tympanique, le moteur de l'oreille moyenne. Maintenant, bon, ça c'est le principe. Et maintenant, la deuxième question, c'est quelles sont les dimensions de ces vibrations, de ces bougements, de ces mouvements. Et alors là, j'ai mis, il y a 10 fois plus petit. Ici, c'est le marteau qui bouge dans une tympanométrie. Ça veut dire si on mouche le nez, si on va dans l'avion ou si on plonge sous l'eau à 400 mm de l'eau, ça bouge jusqu'à 1 mm. Et une fois, c'est l'atmosphère, la pression atmosphérique autour de nous, des alentours, qui bouge la membrane tympanique, parce que c'est un receveur de pression. Et si on vient 10 fois plus petit, on commence à entrer dans la région acoustique, dans les décibels. Et si on vient encore plus bas, on arrive au seuil d'audition qui est encore plus petit, 10 fois plus petit que le diamètre de la molécule d'hydrogène, incroyablement petit. Et ça, c'est la dimension de l'audition, là où on travaille, là où on regarde, où on fait l'afraisement. Et ici, c'est l'audition. Ça veut dire, c'est plus petit qu'on peut regarder. Ça veut dire, si on voit quelque chose, c'est déjà trop fort. Ça n'a rien à faire avec la physiologie de l'audition. Et ça va vous montrer les dimensions plus facilement. Si la tour Eiffel à la tête, ça vibre pour l'audition à 1 érythrocyte, 10 micromètres, 5 à 10 micromètres. Un érythrocyte pour l'audition, ça c'est le mouvement d'une cellule ciliée ou de la tour Eiffel en mouchant ou avec les sons très très forts. C'est pour cela, si on regarde ces dimensions, il faut avoir, la nature a dû construire quelque chose pour ça, parce que même la cellule ciliée la plus forte ne pourrait pas soutenir, être résistant contre ça. Et comment elle a fait?
Tout d'abord, revenons à la physiologie, ça veut dire qu'il y a la concentration du sang qui est collectionné par la membrane tympanique et dirigée et diminuée ici sur la platine, ça veut dire la pression est augmentée mais les amplitudes sont diminuées. Mais la pression est augmentée, ça veut dire que c'est un... maintenant, elle me manque le mot en français. Hydraulique, c'est une augmentation hydraulique. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si on regarde ça, ce système, on parle avec un ingénieur et on dit, écoute, explique-moi ça. Il a dit, pourquoi la nature a construit un truc aussi compliqué. Il faut seulement mettre une tige, une columelle entre le centre de la membrane tympanique et le centre de la platine pour avoir une transmission directe et ça vous donnera une audition normale, une transmission de son absolument normale, sans aucune perte. Et on peut aussi le faire dans le rocher, vous allez en écouter à la fin de la présentation ça, mais c'est aussi, ça se trouve dans la nature, tous les oiseaux. Imaginez le hibou qui même écoute et entend le souris sous la neige, il travaille avec une simple columelle. Ça veut dire les trois osselets ne sont pas nécessaires pour bien écouter, pour transmettre le son. Et si on travaille, si on fait les expériences sur des ondes acoustiques, disons vraiment très basses, ça veut dire à 30-40 décibels, on peut examiner, on voit que toute la chaîne ossiculaire, elle vibre en unité, comme une columelle, comme une tige, comme ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a pas de mouvement dans les osselets, dans les articulations. Il y a deux articulations, c'est pour les orthopédistes entre nous, articulation entre mato-enclume et une autre articulation entre enclume et étrier. Mais ces articulations sont raides, sont fixes. Parce que c'est très simple à comprendre, si j'ai une vibration de taille moléculaire au marteau, s'il y a une articulation qui bouge, rien peut arriver dans l'oreille interne. Ça veut dire tout ça bouge, tout ça vibre en unité. Mais alors, la question vient, pourquoi la nature a construit ces articulations? Chaque chose que la nature a construit a un sens derrière. Il y a une chose derrière ce truc. Et maintenant, on revient de nouveau sur ces articulations. Vous voyez, c'est un scanning electronic microscopy à balayer, électron-microscopie à balayage, comme on balaye. Et on voit que c'est le cartilage hyalinogeneux et avec du synovia et synovia liquide synovienne là-dedans. Ce sont des tout petits, mais des vraies articulations avec le cartilage comme dans les grandes articulations du corps. Et pourquoi la nature a construit ça? Parce que, de nouveau, cet organe d'avertissement d'écouter les 10 décibels quand la patte du tigre vient de derrière vous, ça doit aussi soutenir les grandes pressions de la tour Eiffel, de l'atmosphérique autour de nous. S'il y a si on se mouche ou s'il y a même des gifles de vent ou n'importe quoi, et ça doit tenir pour toute la vie, parce qu'une fois qu'il y a la pression est trop forte et que les cellules ciliées seraient détruites, alors cet organe d'avertissement ne fonctionnerait plus et l'évolution aurait dû un problème de moins parce que cet animal aurait fini dans l'estomac du tigre. C'est pour cela que ça devrait marcher pour toute la vie, ça doit être aussi très robuste. Et quelle est cette colonne pour moi, comme chirurgien, c'est plus facile d'apprendre les pressions ici en colonne de l'eau. C'est pas Pascal et pas bar, c'est difficile. Mais pour vous dire, 10 mètres d'eau, c'est 1 atmosphère. C'est comme sur le mont Everest et tout ça, c'est très haut. Mais n'oubliez jamais que si je lève mon oreille du fond ici à 2 mètres d'auteur, je change déjà la pression sur mon oreille de 0,2 mm d'eau. 0,2 mm d'eau, 2 mm d'eau. Ça correspond à peu près à 120 décibels. De toute façon, d'entre vous, on a remarqué qu'il a marché quelque part, mais le déplacement de tous les osselets, de toute la membrane tympanique est le même, comme dans 120 décibels. 120 décibels a une énergie beaucoup plus forte, mais le déplacement, le mouvement est le même. Et alors, c'est pour cela la nature, pour
pour réduire ce danger, a construit les articulations là-dedans. Si pour les vibrations de taille moléculaire, tout le système vibre en unité. Mais une fois que le déplacement est trop fort, alors l'articulation commence à glisser, le cartilage glisse, et alors il y a un changement, c'est notre présentation, qui commence à changer de cette façon que l'enclume est levée en haut et en bas. Ça veut dire l'articulation entre enclume et l'étrier commence à glisser et l'étrier et l'oreille interne derrière est découplé de ces énormes ces pressions, changements de pression énormes de l'atmosphère des alentours. Et on peut le mesurer, bien sûr, c'est comme ça qu'on a bien réalisé. Ça, ce sont des millimètres d'eau qui augmentent ici jusqu'à 400, et ce sont les déplacements à l'intérieur, à l'extérieur, et ça, c'est le mouvement du marteau. Vous voyez, jusqu'à 600 plus 400, presque 1 millimètre. Tandis que l'étrier, le stapes, l'étrier, ne bouge jamais plus que, ici, 10 micromètres. 10 micromètres, 15 micromètres, c'est le diamètre de 2 érythrocytes, pas plus, jamais plus, pour laisser l'oreille interne qui est très sensible à des pressions, qui doit détecter des pressions moléculaires pour que cette pression ne soit pas, ce déplacement ne soit pas introduit dans l'oreille interne. On peut aussi le voir sur une radiographie microscopique. Quand j'étais jeune, j'ai joué avec ça, mais vous voyez, comme les orthopédistes, vous voyez, c'est vraiment une articulation, et il a le cartilage entre les deux facettes osseuses, et c'est vraiment un cartilage. Mais ce cartilage cette articulation n'a pas de sens en ce point de vue de piston, de vibration, comme une columelle, comme une tige à l'intérieur et l'extérieur. Cette articulation a seulement sens si ça vibre, si ça bouge à l'auteur, en haut et en bas, dans le facette, dans le niveau de l'articulation. Ça veut dire, en conclusion, nous avons en réalité deux fonctions de l'oreille moyenne. Une, c'est relativement simple, c'est le piston, c'est comme un piston, vibration de toute la chaîne ossiculaire ou de quelque chose antérieur, à l'intérieur et à l'extérieur, pour transmettre toute l'énergie, toute cette énergie minuscule, moléculaire, dans l'oreille interne, tandis que contre la pression atmosphérique dans les alentours, il faut avoir quelque chose de différent, et il y a alors les articulations. Mais ça veut dire en outre, si on regarde maintenant les osselets, la reconstruction ossiculaire, il ne faut pas faire attention à ces articulations, à ces mouvements difficiles. Il faut seulement respecter le mouvement comme un piston à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a beaucoup de osselets de reconstruction ossiculaire avec des prothèses, différents matériaux et différents physiologiques, mais je vais vous montrer seulement quelques aspects de ça. Alors, de nouveau, respecter la direction de vibration comme un piston à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça veut dire, si vous trouvez dans un bouquin, dans un dessin, que quelqu'un a transmis une enclume dans une prothèse comme ça, vous savez déjà maintenant que ça ne peut pas marcher. Parce qu'ici, il y a la vibration comme un piston, ça doit être introduit dans l'oreille interne, dans le liquide aussi en forme de piston. Mais qu'est-ce qui va arriver avec cette prothèse? Ça va basculer comme ça. Et la grande partie de l'énergie sera détruite. Ça ne va pas entrer. Ce n'est pas du courant électrique qui va à travers cette prothèse. C'est simplement, c'est pour cela que je l'ai fait, c'est seulement mécanique. Il faut, si on bouge ici, ça bouge là et tout ça. C'est facile, mais il faut le respecter. C'est minuscule, c'est dans la microscopie. Et surtout, si on regarde l'anatomie de l'oreille moyenne, vous voyez la membrane tympanique, c'est pas plat, c'est conique. On pourrait raconter des heures aussi sur cette construction merveilleuse de cette membrane tympanique. Une construction que les ingénieurs d'aujourd'hui ne peuvent pas refaire parce qu'elle transmet, elle vibre avec des amplitudes moléculaires. En outre, on peut gonfler une bicyclette, un pneu d'une bicyclette, une atmosphère de surpression. Demandez ça à un ingénieur de construire ça. Possible, mais la nature l'a fait avec la construction du tympan. Et vous voyez, c'est comme ça. Et voilà, l'étrier, le marteau, vous voyez que c'est pas juste à côté.
Ça veut dire, si on essaie maintenant en reconstruction d'attacher désespérément vers le marteau ici et de le contacter avec l'étrier, vous voyez, ça va basculer. Il y a une perte d'énergie seulement parce que ce n'est pas direct. Et si on a une de ces anatomies où le marteau est en arrière, en avant, très éloigné, alors mettez une prothèse directement sur l'étrier, que ça contacte la partie derrière, derrière le marteau, ça veut dire une moitié de membrane tympanique. Mais alors vous allez dire, venant de la mécanique, alors vous dites, mais la moitié, écoute, j'ai acheté une voiture qui doit rouler 100 km à l'heure, et maintenant ça roule seulement 50 km à l'heure, ou le moteur de puissance. Alors si on perd 50% de l'énergie acoustique qui est ramassée par toute la membrane tympanique, mais 50% de perte, ou la moitié de perte, c'est combien? C'est 6 décibels. Même l'audioprothésiste ne pourrait pas reconnaître qu'il a perdu. Et si nous avons une prothèse qui donne un résultat seulement 5 ou 6 décibels de perte, nous serons heureux. Mais chez nous, on fait les reconstructions, si ça nous donne 10 à 20 décibels de perte, ce sera le résultat formidable. Ce sera comme si on a une prothèse et on peut courir le marathon après. Alors, 5 décibels, c'est rien. L'autre, il faut envisager aussi les alentours des atmosphériques, les pressions atmosphériques, parce que c'est la pression. La membrane tympanique va sortir, vous avez vu, jusqu'à 1 mm. Après l'opération, vous avez mis une prothèse formidable là-dedans, mais le patient se mouche le nez et la prothèse tombe ici, il n'y a plus de contact, alors ça veut dire 4, 50, 60 décibels. Vous n'entendez rien. Parce que 1 millier de seulement 0,001% pourrait entrer dans l'oreille interne, c'est rien. Même si la prothèse ne dérape pas complètement, si elle a seulement une petite ouverture là-dedans, ce sera rempli avec du tissu conjonctif, qu'est-ce que ça va arriver? Du tissu conjonctif, c'est souple. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir une transmission de sang de la membrane tympanique sur l'étrier complètement, sans perte. Ça veut dire comme ça. Et si je mets quelque chose de souple en travers, vous n'entendez rien. C'est l'amortisseur. Ça veut dire ça freine, ça diminue la pression acoustique à travers. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon contact. Bon, une des solutions pour mieux travailler pour ces raisons, c'est avoir une prothèse en titane avec un peu d'élastique, on la met là-dessus, encore une fois, ce sont seulement 4 mm, il faut toujours savoir que c'est très très petit, on ne peut pas visser ou coller ou n'importe quoi, il faut seulement la mettre simplement, faites simple parce que c'est tellement minuscule qu'on ne peut pas travailler grand-chose là-dessus, et là, enfoncer, et puis avec l'élasticité, ça tient à l'étrier. On a fait des expériences, vous voyez que c'est un des premiers modèles où les petits pieds ne sont pas encore optimales, mais vous voyez que déjà la transmission du son, ce sont 20 décibels ici, est presque comme la chaîne normale. Et ça montre aussi que nous n'avons pas besoin d'une chaîne complète avec les osselets, mais ça suffit d'avoir un truc direct comme ça, de tout transmettre le son. Et on a vu s'il y a le danger de luxation de l'étrier dans son ligament annulaire, parce qu'une fois qu'il y a la luxation, alors l'oreille interne sera perdue. Et alors c'est pour ça qu'il faut faire attention des travails, des forces, des charges qui sont utilisées. Ici vous voyez comment ça se fait, ça avance. Et vous voyez le ligament annulaire est déjà détruit ici. C'était déjà un rocher un peu usé par les jeunes élèves. Et on le met là-dedans, et puis on peut l'enlever. Ça c'est aussi important pour les révisions, sans que l'étrier sera arraché. Et ça, c'est assez difficile pour le construire, mais c'est bien fait par l'industrie, et maintenant on peut l'utiliser comme ça. Dans les cas où l'inflammation a détruit toute l'oreille moyenne, où il n'y a que le marteau, par exemple, ou même pas ça, seulement la membrane tympanique est reconstruite par des cartilages, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que c'est un peu le problème, parce qu'il n'y a pas de point où on peut mettre quelque chose de clip ou de fixer quelque chose. On ne peut pas coller la prothèse en dessus, et s'il monte en mouchant après, la prothèse va monter et va descendre, et si elle descend ici au bord, qui ne vibre pas, alors il y a de nouveau une perte horrible de 50-60 décibels, parce qu'il n'y a pas de transmission de vibration là-dedans.
Et une des choses qu'on peut construire ça, c'est qu'il faut profiter de l'anatomie, parce que la platine, ça veut dire, c'est une fosse ovale. C'est pas sur une plateforme là où toute la chose peut déraper, mais c'est dans une fosse ovale et on peut mettre par exemple une chaussure de cartilage avec une perforation centrale, on met la prothèse là-dedans et alors ça ne peut plus déraper, ça reste là-dedans. Ça, c'est une des choses. Et la dernière idée, c'est que je veux présenter aussi, c'est maintenant la question, est-ce que ce n'est pas dangereux si on met un tombe là-dessus et si ça s'il y a une perforation, une perforation de la platine, c'est dangereux parce que ça peut entrer là-dedans. Nous avons fait des expériences là-dessus et tout d'abord, on a regardé comment la nature a trouvé une solution contre ça, parce que la columelle dans les oiseaux travaille aussi comme un torp, c'est une transmission directe, et on a vu dans des... malheureusement, c'est pas en français, excusez-moi. Mais c'est un grand oiseau pour faire une photo. Ça, c'est la columelle, c'est la platine ici. Et si on augmente la pression, d'ailleurs, vous voyez dans les oiseaux, la membrane tympanique est à l'extérieur, conique à l'extérieur, tandis que dans les mammifères, c'est à l'intérieur, ici à l'extérieur. Et si on augmente la pression à l'extérieur, alors il y a une sorte de pseudo-articulation. Et on a commencé avec l'industrie d'essayer de travailler là-dessus. Bien sûr, nous n'arriverons jamais à cet micromécanisme fantastique de l'évolution, mais on peut essayer du moins de travailler dans cette région, dans ce sens, avec une petite articulation là-dedans, ou avec une tige avec une petite articulation à l'intérieur. Et si on regarde alors tous ces forces, toutes ces charges, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on peut, si le malade vient après l'opération, il vous demande, est-ce que je peux voler, est-ce que je peux faire la plongée, est-ce que je peux faire de sport, est-ce que c'est dangereux avec la prothèse que vous avez mis dans l'oreille? On peut lui dire, oui, c'est pas dangereux, non, vous pouvez faire n'importe quoi, parce que la nature, heureusement, a construit notre oreille moyenne tellement costaud, tellement d'une solidité énorme. Ça, c'est physiologie, tympanométrie. Et vous voyez ici, à 1 ou à 20 millinewtons, ça veut dire très très petit, les pressions sont très très petites dans les cas où il y a encore une prothèse entre l'enclume, ou même directement contacter le marteau ou la membrane tympanique. Dans les rayons physiologiques, ça veut dire là où avant que la membrane tympanique n'éclate, ne décrase pas, où il y a tellement de pain, douleur, pardon, excusez-moi, de douleur qu'on arrête de continuer à la plonger. Alors il y a des forces qui sont mesurables ici sous la platine, sont minuscules, 20 millinewtons, tandis que le déplacement de l'étrier, ça veut dire luxation dans cette direction, ou même dans ça, ou l'écraser, la perforation de la platine, ça arrive seulement à des dimensions de charge 10 fois plus fortes. Ça veut dire on peut le faire et il n'y a pas de danger là-dedans. Et à la fin de ma présentation, pour 2 minutes, je veux vous faire essayer d'écouter, d'entendre quelques résultats, parce que vous voyez, ce que je vous ai montré, c'était de voir, mais si on dit, oh, ça a une bonne impression, ça n'a rien à faire avec l'audition. C'est pareil, c'est la musique pareil. Et de nouveau, vous écoutez l'oreille interne, vous écoutez comme le rocher. Et si on met quelque chose, imaginez, vous avez un grand haut-parleur de bambous, vous mettez quelque chose sur la membrane, ça sera horrible, tandis qu'ici, vous n'entendez rien, pas de différence. Et maintenant, on coupe l'articulation, et ça vous va montrer que c'est vraiment l'audition qui va à travers. C'est invisible, les vibrations sont tellement petites, mais rien. Parce que c'est interrompu. Et maintenant, on le met, et ça suffit déjà le contact. La musique est pas ça, c'est aussi pour les autres chirurgiens, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que j'étais heureux d'avoir ces expériences dans mon laboratoire pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, la prochaine fois, vous voyez, ça c'est important, d'avoir un petit
un radiologue ne peut pas montrer ce petit truc, mais ça peut changer entre audition et non-audition. Le radiologue vous dit quelque chose sur, vous savez, je suis contre le descent syndrome, est-ce que c'est minor, c'est ridicule, parce que vous voyez, ça joue dans des micromètres qu'un radiologue peut vous montrer. Et maintenant, on essaie de reconstruire avec un cartilage. Le cartilage n'est pas bon. Un columelle en cartilage, pourquoi le cartilage est souple et mou. Et je veux avoir quelque chose de solide, que toute l'énergie du tampon, de la membrane tympanique sera transmise sur la platine. Vous voyez, même si on le met ici, gauche, droite, il faut avoir la bonne inclinaison, un bon contact, pas trop lourd, avec une transmission fixe. Même ces prothèses, vous voyez, un des prototypes, on a travaillé là-dessus. Nous étions déçus avec ça. Nous avons pensé, à cette époque-là, qu'on aurait inventé quelque chose de nouveau, en formidable, tout ça, mais l'audition n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, c'est une inclination, ça veut dire une vibration ici, et là, de l'autre côté. C'est pas bon. Il faut le mettre de l'autre côté. Mais si on arrache tout, si on a seulement la platine, ça veut dire normalement, on dit, ah, mais il n'y a rien là-dedans, dans l'oreille moyenne, s'il y a la membrane tympanique, elle est vide, et puis on fait une columelle, une tige, la tige là. Et si on la met sur la platine, au centre, vous voyez, ça c'est la columelle des oiseaux. Et ça c'est l'audition, et ça c'est l'information acoustique comme la chaîne normale. Il n'y a pas de cas. Aussi les fréquences hautes. L'oreille moyenne est complètement détruite. Et ça, vous avez la chance de redonner, de rendre l'oreille, d'audition à l'oreille à la fin de l'opération, si vous respectez ces simples principes de physiologie. Merci beaucoup. Oui, on va donner la parole à Alain Robier, qui est le commentateur de cette présentation, qui est notre collègue de Tours. Merci Olivier, merci Monsieur le Président. Bon, félicitations Karl. Ça fait déjà des années que tu nous fais toucher la complexité de ce mécanisme, de cette anatomie, de son fonctionnement et des difficultés qu'on peut avoir à reconstruire. Parce que c'est vrai que le principe est simple, d'arriver à faire passer de l'énergie, de l'air dans l'eau, mais la nature nous a dotés d'une oreille moyenne qui est très complexe, avec des osselets qui ont des articulations qu'on ne va pas pouvoir reconstruire, et je ne vois pas quel industriel et quelle idée pourrait à la fois mettre de l'acide hyaluronique au milieu des osselets, dans des articulations, et puis d'avoir participé au développement de ces systèmes de reconstruction et d'avoir tablé sur l'effet columellaire et cette columelle de l'oreille moyenne des oiseaux qui permet de redonner l'audition à une bonne majorité de patients. Alors c'est vrai que tout ça, il faut le replacer, et tu l'as fait aussi, dans la complexité de l'anatomopathologie de l'oreille moyenne et de l'étrier qui, même s'il est en place, peut avoir aussi une pathologie au niveau du ligament annulaire et s'opposer à la transmission. Jusqu'au dernier maillon près de l'oreille interne, on peut être contré dans nos tentatives de... Et donc, il y a une chose, alors je ne sais pas si on a le droit de poser des questions en même temps qu'on est commentateur, c'est qu'il y a aussi une autre dimension. Tu nous as parlé des pressions, des mouvements, de la micromécanique, mais il y a aussi l'échelle des fréquences. Parce que c'est probable que la physiologie ne soit pas tout à fait la même entre les fréquences graves et les fréquences aiguës, et puis que la nature nous a fait sélectionner une bande fréquentielle qui est celle des fréquences de la conversation. Alors, il y a sûrement une physiologie particulière pour cette bande de fréquences.
Et ça, c'est une complexité supplémentaire qu'il faut peut-être introduire. Alors, si je veux l'expliquer, ça prendra encore 15 minutes. Oui, bien sûr. Donc, mais, tout rapidement. Non, c'est vrai en ce sens, mais vous avez entendu de la columelle, soudain les fréquences aiguës étaient là. Et ça veut dire, si c'est très simple, si vous le connaissez par le piano, les strings, quand ils sont bien tendus, le corps, quand ils sont bien tendus, ils transmettent mieux les fréquences aiguës, tandis que les fréquences basses, pour cela, ça va être souple. Ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir une prothèse qui est bien coupée, qui n'est pas souple, et pour transmettre les autres fréquences, mais en outre, il doit être pas trop lourd pour vibrer aussi dans les grandes vibrations dans les fréquences basses. Alors il y a beaucoup de relations là-dedans, mais heureusement pour nous, notre oreille fonctionne de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Mais ce que nous entendons normalement, c'est entre 150, 250 jusqu'à 3000 Hz. Et dans cette région, ça fonctionne optimal, et même si il y a un hertz de 5 ou 6 kHz, ça n'a pas tellement d'importance que la bonne audition à 1000 ou 2000. Et il ne faut pas oublier que la fréquence résonance, ça veut dire la meilleure transmission, c'est déjà à 2000 Hz, entre 1 kHz et 2 kHz de l'oreille moyenne. Alors ça veut dire si on peut reconstruire cette région, on a la meilleure transmission du son, et les malades seront heureux d'avoir une bonne audition après. Il y a une relation bien sûr de fréquence aussi. Le dernier commentaire, mais ça va être très bref, c'est celui de la difficulté qu'on peut avoir en chirurgie. Parce qu'on est dans l'axe, et tu l'as bien montré sur ta vidéo, qu'en fonction de la position de la columelle, on a des résultats très très différents. Et ça, à l'œil, au travers du microscope, c'est pas facile. Donc il y a sûrement des réponses dans les autres communications, peut-être dans la robotique. Il faut entendre ce qu'on voit et ne pas voir. Et si on dit, oh, ça a une belle impression, ça looks nice. Ça n'a rien à faire, peut-être rien à faire avec l'audition. Ça, c'est la différence qu'on a gardée. Attends, on va une ou deux petites questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça marche bien. Merci beaucoup pour votre superbe présentation. Donc, le passage de la columelle au système trioséculaire se fait entre les reptiles et les mammifères. C'est une transition qui est très brutale, qui caractérise l'origine des mammifères. Il y a eu des expériences qui ont été faites qui montrent qu'en changeant simplement un récepteur de la vitamine A, on peut avoir une souris et la transposer sous forme columellaire. Donc en fait, ça paraît très complexe comme évolution, mais sur le contrôle génétique, on peut, avec une simple petite modification, repasser au système columellaire. Comme la nature fait bien les choses, et que la columelle paraît bien marcher en prothétique, comment expliquez-vous qu'on soit passé dans l'évolution mammalienne, malgré tout, à cette chaîne trioséculaire? Parce que la nature, l'évolution, quand elle a changé, quand elle a inventé les mammifères, il n'y avait pas l'homme. Mes recherches sont sur l'homme. Heureusement, je n'ai jamais dû faire des expériences sur des animaux. J'ai travaillé seulement sur les hommes avec les expériences. Non, sur des rochers, bien sûr, pas sur des hommes vivantes, pas des vivisections. Mais à l'évolution, la columelle est très courte, ça veut dire le spectre, la transmission des fréquences pour la columelle est très limitée. Tandis qu'avec la chaîne osculaire des trois osselets, la nature a pu modifier, regardez les chauves-souris avec le ultrasonique et les animaux, les éléphants qui écoutent dans l'hyposon. Tout ça se peut mieux faire avec les trois osselets, et surtout maintenant, on commence encore avec les fréquences, avec la membrane tympanique qui ne vibre pas comme une membrane, mais elle vibre à chaque fréquence, elle a une différente vibration. On ne peut pas attraper ça seulement avec une columelle, mais il y a des axes de rotation différents à chaque fréquence, et alors les trois osselets, ils vibrent aussi, une rotation à chaque fréquence différente. On ne peut pas faire ça avec une columelle simple, mais pour nous, comme autochirurgiens, ça suffit complètement. Bien, écoute, je te remercie, tu nous as élevé au niveau des oiseaux avec les columelles. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu as peur des tigres.